bonsoir. C'est le temps de l'hiver en ce moment aux États-Unis d'Amérique, mais au plan diplomatique, c'est l'été indien entre le pays de l'oncle Sam et les États du continent noir, donc le Cameroun. Washington abrite en effet du 13 au 15 décembre courant le deuxième sommet États-Unis-Afrique. Invité par son homologue Joe Biden, le chef de l'État Paul Biya a quitté Yaoundé vendredi dernier en compagnie de son épouse Chantal Biya. La suite officielle du président de la République compte une dizaine de ministres et quelques dignitaires du Palais de l'Unité. Ce voyage intervient alors que s'est achevée ce week-end au Parlement la session sanctionnée par l'adoption du budget de l'État au titre de l'exercice 2023. À côté des autres marronniers de l'actualité, cette semaine a également vu se tenir à Douala, la capitale économique, la 62e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, un conclave de ministre en charge de l'industrie des 17 États membres de cette institution, vieille, il faut le dire, de 60 ans. La vieille dame n'a pas toujours brillé par la placidité de son âge ces derniers temps, plutôt marquée par une atmosphère électrique entre certains dirigeants de premier plan, en désaccord sur des questions de gouvernance et, à certains égards même, de préséance. Est-ce désormais le calme plat après une tempête de saison? Que s'est-il dit et décidé à Douala et que vaut l'OAPI 60 ans après? Parole ce dimanche à un homme, pourrait-on dire, breveté pour parler au nom de l'OAPI. Enseignant-chercheur de formation, Denis Lukubosu est docteur en droit privé de l'Université de Montpellier en France. Notre invité est le directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, nommé en 2016, mais qui a pris fonction le 1er août 2017. Denis Lukubosu, bonsoir et bienvenue ici à la CRTV. Bonsoir, M. Ngok, et merci de votre invitation. Déjà 5 ans et quelques mois que vous êtes à Yaoundé, peut-on dire que vous êtes désormais à l'aise et bien intégré, ou alors Abidjan et la Côte d'Ivoire, votre cher et beau pays, vous manquent cruellement? Oui, merci de votre question. Non, Abidjan ne me manque pas. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, pour ainsi dire, sont des pays jumeaux, que ce soit par les populations, par la géographie et par la culture. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle les deux populations se chamaillent de temps en temps. Et donc, je suis parfaitement à l'aise à Yaoundé. Notamment ces derniers temps sur des questions de football. Ah oui, sur des questions de football, mais je pense que dans les années à venir, la Côte d'Ivoire va glaner quelques étoiles de plus. Certainement lors de la prochaine CAN qu'elle est appelée à organiser. Et c'est une CAN que nous allons suivre à partir d'ici, puisque vous êtes encore en poste pour un certain nombre d'années. Oui, c'est bien cela. Alors, une image d'Épinal rattache souvent les lunettes aux intellectuels, et vous êtes en lunettes. Doit-on conclure que la propriété intellectuelle est finalement une affaire des seuls intellos? Oui, votre question me permet de, disons, régler un malentendu. La propriété intellectuelle n'est pas une affaire d'intellectuels. Et pour parler de façon prosaïque, c'est une affaire d'économie, c'est une affaire de business. Il s'agit en fait d'une matière qui gère ce que l'homme a le plus cher, à savoir son intelligence. Et c'est l'intelligence qui permet de transformer la matière. Et donc, c'est le déploiement de cette intelligence qui est organisé autour du système de la propriété intellectuelle avec la reconnaissance aux personnes qui, grâce à leur intelligence, transforment la matière et créent de la richesse. Et si vous permettez, pour être un peu plus concret, nous délivrons, par exemple, des brevets d'invention aux inventeurs. Pourquoi est-ce que l'État leur délivre un brevet d'invention? Tout simplement parce que leur invention a trouvé une solution à un problème qui se pose à la société. Nous sommes ici sous un plateau, nous bénéficions d'un éclairage. Il a bien fallu que quelqu'un réfléchisse à comment apporter de la lumière sur un plateau. Et donc, ce bienfait que cette personne a fait, en contrepartie,
l'État lui donne un monopole d'exploitation de son intelligence pendant 20 ans. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. Donc c'est une affaire d'économie, ce n'est pas une affaire d'intellectuel, encore moins de philosophe. Une question que beaucoup se posent encore 60 ans après la création de l'OAPI, c'est à quoi nous sert exactement cette institution? Que faites-vous au quotidien? L'OAPI sert à beaucoup de choses. Et vous me donnez l'occasion de saluer cette idée généreuse des pères fondateurs des États africains qui, dès 1962, exactement le 13 septembre 1962, ont décidé de créer un outil chargé de capitaliser l'intelligence des ressortissants des 17 États respectifs. Et de façon concrète, il s'agit d'une part de délivrer des titres de propriété intellectuelle aux ressortissants des États africains. C'est par exemple des brevets d'invention ou des certificats d'enregistrement de marque. Et comme vous le savez, les brevets d'invention sont des sources de développement technologique et industriel. Et ce n'est pas par hasard que la propriété intellectuelle est rattachée au ministère de l'Industrie. Et donc, la mission principale de l'OAPI, on peut la décliner en deux, à savoir protéger l'intelligence des compatriotes africains et promouvoir l'utilisation de cette intelligence à des fins de développement technologique et industriel. Vous protégez cette intelligence contre quoi? La falsification? Oui, on peut ainsi dire, mais ça c'est la façon défensive de voir la protection. Ici, il s'agit en réalité d'accorder un monopole à quelqu'un qui a apporté un bienfait à l'humanité. Quelqu'un qui a inventé quelque chose qui permet, par exemple, de transformer le manioc. Nous sommes dans un pays qui consomme beaucoup de manioc. Un inventeur qui permet, par exemple, de stabiliser le manioc, faire en sorte qu'il soit facilement disponible en toute saison, c'est quelque chose qu'il apporte non seulement aux populations, mais à l'économie. Et donc, dans ce cadre-là, on va lui donner un monopole d'exploitation de son invention. Donc, il n'y a aucun côté affaire qui permet à cette personne de gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a une émulation? Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce que vous délivrez beaucoup de brevets, ainsi de suite? Oui, relativement, nous délivrons beaucoup de brevets. Mais lorsqu'on fait une comparaison par rapport au potentiel, il y a beaucoup de marge de progression. Si on doit donner des chiffres, annuellement, c'est aux environs de 600 brevets que l'OAPI délivre pour le compte de 17 pays. Et vous devinez que le génie des Africains de 17 pays ne devait pas se traduire seulement par 600 brevets. Au niveau des marques de produits, nous sommes aux environs de 8 à 7 000 marques par an. Il y a aussi une marge de progression. Si vous mettez ça en relation avec les créations d'entreprises qui se réalisent chaque année dans les États membres. Maintenant, de façon générale, si on essaie de voir les ratios, nous sommes dans une zone où il y a moins de 100 titres de propriété intellectuelle par million d'habitants. Alors que sous d'autres continents, ils sont à des milliers de titres par million d'habitants. Donc nous avons du progrès à faire, même si les chiffres sont intéressants. Monsieur le directeur général, comment procède-t-on pour se voir délivrer un brevet et qui peut y prétendre? Je réponds par le dernier membre de votre question. Tout le monde peut y prétendre, y compris la ménagère qui est à la maison, le paysan. Parce qu'une invention, c'est quoi? C'est une réponse à un problème technique donné. Alors, je prends par exemple le planteur de cacao qui a trouvé une technique pour faire en sorte que son cacao sèche plus vite. Ici, il s'agit d'un procédé qu'il pourra breveter. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à l'Office de propriété intellectuelle via une demande de brevet qui décrit qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau par rapport au séchage du cacao et qui montre que ce qu'il a trouvé, le commun des citoyens ne pouvait pas trouver. Dans ce cas-là, l'OAPI, après avoir
examiner, va lui délivrer un brevet parce que son invention est nouvelle et correspond à une application industrielle. Ça veut dire peut être utilisé dans toutes sortes d'industries. Certains moquent le football et ceux qui s'en occupent ou s'en préoccupent surtout, estimant qu'on ne peut pas se développer un pays ou un continent avec le foot. J'imagine bien que c'est le contraire concernant la propriété intellectuelle. Alors dites-nous, en quoi peut-elle développer l'Afrique et les Africains, la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle peut développer l'Afrique en ce qu'elle apporte d'abord des solutions endogènes aux problèmes des Africains. Et pour comprendre l'importance de ce système, il faut peut-être faire un tour d'horizon ailleurs. Vous voyez que la plupart des pays dits développés sont les pays dont le système de propriété intellectuelle est très développé. Deux exemples, pour ne pas être trop long. Prenons le cas des États-Unis. Dès 1787, vous vous rendez compte, la propriété intellectuelle a été inscrite à l'article 1er de la Constitution des États-Unis. Et donc ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, en matière de technologie, non seulement de technologie ou d'industrie culturelle, les États-Unis présentent une position dominante. Le deuxième exemple, c'est l'Asie, avec la Chine, qui, en moins de 30 ans, a développé son système de propriété intellectuelle au point où les produits technologiques venant de ce pays ont des parts de marché très importantes dans le monde. Et pour ainsi dire, la Chine est parmi les premiers déposants de brevets au monde, pour ne pas dire le premier. Tout cela, je l'imagine, a besoin d'argent, de budget. Le budget de l'OAPI est-il conséquent pour accompagner et promouvoir la propriété intellectuelle? Oui, le budget de l'OAPI, un budget n'est jamais suffisant compte tenu des besoins, mais il faut dire que la particularité de l'OAPI, c'est que c'est une institution qui génère ses propres revenus au point où les États ne sont pas appelés à donner des contributions. D'où la nécessité d'une bonne gestion d'une pareille institution. Ainsi, les revenus de l'organisation proviennent des prestations qu'elle fait aux usagers. Vous ne voulez avancer aucun chiffre sur ce budget? Oui, non, ce n'est pas un sujet tabou. Alors, annuellement, c'est 12 milliards à peu près, 12 milliards de francs CFA comme budget, qui est réparti suivant plusieurs rubriques. En dehors des charges de fonctionnement, il y a des charges d'investissement et puis une des particularités, c'est que nous subventionnons aussi nos États à travers les structures qui y sont déployées. Au sujet des États et du budget, il faut indiquer que le budget du Cameroun pour l'exercice 2023, lui, a été voté par le Parlement dont la session ordinaire budgétaire s'est achevée ce week-end. Je voudrais vous inviter donc à voir un peu les grands équilibres, mais aussi le contexte même dans lequel ce budget a été voté et à quoi servira cet argent. Lucrèce Mebenga. Une augmentation de 264,7 milliards de francs CFA par rapport à 2022. Ainsi est projeté le budget de 2023 si on s'en tient à la mouture adoptée par l'Assemblée nationale. Un budget qui tient compte des conjonctures nationales et internationales défavorables par ces temps de guerre en Ukraine avec comme corollaire une inflation quasi généralisée. Ainsi donc, pour faire face à ces dépenses, le gouvernement envisage des recettes internes et des dons de l'ordre de 4 676 milliards de francs CFA. 2023 est aussi parti pour être une année de reconstruction plus affirmée des zones économiquement sinistrées. Aussi, le gouvernement se propose-t-il de créer un compte d'affectation spéciale pour ces zones et parallèlement de faire des économies sur les fonds jadis affectés à la lutte contre le Covid-19. D'où la baisse proposée de l'enveloppe allouée au compte d'affectation spéciale. Dans le sillage de la transformation structurelle de notre économie, le gouvernement souhaite accélérer la politique d'import-substitution, notamment en accompagnant la production et la transformation des produits agricoles, d'où les mesures incitatives articulées autour des dispenses de charges fiscales et patronales et diverses exonérations. La hausse de 30% obéit à une politique appelée la politique de substitution
des importations, c'est-à-dire une industrialisation basée sur le remplacement des produits importés par les produits locaux, ce qui sous-entend bien entendu le développement de l'industrie de produits indiqués. L'objectif étant généralement de renverser la tendance de la balance commerciale, qui est la partie réelle de la balance de paiement et qui détermine la force des monnaies et également la force des économies. Donc cet objectif-là, je pense que par cet acte, le gouvernement tend à faciliter, à donner un coup de pouce au développement de l'industrie concernée. Cela dit, les charges de l'État étant incompressibles et allant croissantes, les salaires, les subventions, notamment les subventions du carburant à la pompe, le gouvernement pourrait ne pas avoir d'autre choix que d'en demander un peu plus aux contribuables. Le timbre fiscal est une source importante de recettes. Le Cameroun est parmi les derniers en ce qui concerne son taux, parce qu'il y a des pays voisins qui l'ont à 2000, à 2500 francs. Certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont même à 3000 francs. L'État, lui, il a besoin de ressources, de recettes, de revenus en termes d'impôts. Et le timbre fiscal apparaît comme une source de recettes importante pour l'État. Et actuellement, le Cameroun est dans une situation où il ne peut pas négliger ces sources de recettes-là. C'est pour cela que, malgré le fait que ce soit dur, les Camerounais doivent comprendre que le pays est dans une situation où il a besoin de cet argent. Et ça peut être un concours important de la part de chaque citoyen de payer le timbre à 1500 francs. C'est dire à quel point la conjoncture internationale a impacté l'élaboration du budget 2023. Vous avez vu sourire lorsqu'on a parlé d'import-substitution. Cet axe-là appelle-t-il de votre part quelques commentaires ? Oui, effectivement, ma réaction est due au fait que nous sommes au cœur là, de la propriété industrielle. L'import-substitution, vu du point de vue de la propriété industrielle, c'est de pouvoir fabriquer localement ce qu'on avait l'habitude d'importer. Alors, comment est-ce qu'on peut fabriquer localement? C'est en exploitant la technologie qui est disponible. Et toute cette technologie de tous les produits qui sont mis en circulation, ces brevets de ces produits sont disponibles dans les bases de données de l'OAPI. Si bien qu'un pays qui souhaite faire l'import-substitution, savoir comment on fabrique tel ou tel pays, peut demander des informations sur les brevets de fabrication de ces produits et on met gracieusement à sa disposition. En me fondant sur le thème d'un webinaire organisé récemment par l'OAPI à l'intention des petites et moyennes entreprises sur le thème « Transformer votre propriété intellectuelle en argent, commercialiser votre propriété intellectuelle », pouvez-vous être un peu plus précis quant à ce que doivent faire les PME pour profiter de la propriété intellectuelle? Oui, les PME constituent une priorité pour nous en tant qu'agence de support du développement. Et vous connaissez la situation de l'emploi dans nos différents pays et c'est à travers l'entrepreneuriat qu'on peut résoudre un tant soit peu les questions d'emploi. Et à cet égard, la propriété intellectuelle peut être un outil intéressant. C'est la raison pour laquelle nous faisons des actions spécifiques, non seulement envers les PME, mais envers les promoteurs d'entreprises. Parce que, comme vous le savez, lorsqu'on crée une entreprise, c'est pour faire deux choses essentiellement. Soit c'est pour vendre un produit, soit c'est pour prester un service. Alors, comment est-ce qu'on peut vendre un produit? D'abord, il faut le fabriquer. Alors, pour fabriquer ce produit, on a besoin de technologies, les brevets d'invention. Pour vendre ce produit, on a besoin de l'identifier. C'est ce qu'on va appeler les marques de produits ou de services. Et tout cet élément fait que, en fait, l'activité d'une entreprise tourne autour de ce qu'on appelle les actifs de propriété intellectuelle, à savoir le signe sur lequel l'entreprise va vendre son produit, ce qui va faire sa renommée, la technologie déployée qui va faire que c'est des produits de qualité. D'où l'importance pour l'OAPI de sensibiliser, voire former les promoteurs d'entreprises quant à l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est de façon, disons, proactive. Très souvent, les opérateurs économiques ne découvrent la propriété intellectuelle qu'à travers la contrefaçon ou le contentieux
En d'autres termes, c'est quand les entreprises sont copiées qu'elles cherchent à se protéger, alors que la protection devait intervenir au moment où on crée l'activité. Alors ça, c'est ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, mais parlons un peu de Monsieur Tout-le-Monde et même des paysans, des agriculteurs qui nous écoutent dans les localités rurales d'Afrique. Vos services ne sont pas suffisamment décentralisés. Si on ne prend le cas que du Cameroun, il faut venir à Yaoundé pour prétendre à l'obtention d'un brevet, seulement à Yaoundé. Disons que Yaoundé, c'est le siège de l'organisation. Mais en réalité, dans les 17 États membres, nous avons ce que nous appelons des structures nationales de liaison, qui sont des administrations nationales qui servent de relais dans les États membres. Et donc, ces administrations nationales sont chargées de l'action de proximité. Et donc, dans beaucoup de pays, ces administrations nationales sont déployées aussi bien dans des centres de formalité d'entreprise que dans les chambres de commerce. Mais il faut le reconnaître, dans beaucoup de pays encore, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui donne l'impression qu'il faut forcément venir à Yaoundé pour pouvoir se protéger. D'autre part, nous avons des services qui sont délivrables en ligne, à savoir qu'on n'a pas besoin forcément de payer un billet d'avion pour se rendre à Yaoundé. Quel que soit l'endroit où on est, on peut faire sa demande et la demande sera traitée aussi valablement. De votre point de vue, est-ce que les États africains et même les économies africaines sont suffisamment disposées et ouvertes à, si vous voulez, cette révolution à laquelle nous invite la propriété intellectuelle? C'est un travail à faire. Disons qu'au début de l'émission, vous m'avez un peu demandé si c'était une affaire d'intellectuels. Dans l'imaginaire commun, on pense que c'est une affaire d'intellectuels, si bien qu'on a du mal à approcher les acteurs pour intégrer cette matière comme un outil de développement. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart de nos États, nous incitons les pays à développer ce qu'on appelle des stratégies nationales de propriété intellectuelle qui intègrent toutes ces questions. Et je pense que nous sommes ici au Cameroun. Le Cameroun a une stratégie nationale de propriété intellectuelle qui intègre toutes les dimensions, aussi bien industrielles, aussi bien culturelles qu'agricoles. Mais il y a encore du travail à faire pour que la propriété intellectuelle soit considérée comme un élément central des politiques économiques. Que nous manque-t-il? Que nous faut-il? Ce qu'il nous faut, c'est deux choses. D'abord, la ressource humaine. Nous n'avons pas suffisamment de ressources humaines pour irriguer l'idée de la propriété intellectuelle dans le corps social. C'est pour ça que nous insistons sur les programmes de formation, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, si bien que les décideurs sont en très faible quantité, en tout cas très faible proportion, à être sensibilisés quant à l'utilité de cet outil. Donc, il y a d'abord un travail de sensibilisation que nous faisons. Sur la propriété intellectuelle. Sur la propriété intellectuelle. Récemment, à Douala, par exemple, nous avons fait un atelier de haut niveau adressé au ministre qui était là pour démontrer l'interaction qu'il y avait entre la propriété intellectuelle et l'industrialisation, par exemple. Vous avez parlé également de formation et je crois savoir que vous financez certains instituts de recherche à travers le continent. Oui, le volet formation, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a la formation initiale à travers un certain nombre de masters que nous déployons en partenariat avec des universités. On a un master en propriété intellectuelle en partenariat avec l'université de Yaoundé 2 qui se passe très bien, qui à ce jour a formé plus de 300 masters en propriété intellectuelle. Nous avons aussi un partenariat avec une école d'ingénieurs qui commence dès cette année à former des ingénieurs brevets pour justement adresser ces questions d'industrialisation. Et nous avons un partenariat aussi avec une université, je crois au Burkina Faso, pour adresser la question des industries culturelles
à travers un certificat de gestion, un certificat d'aptitude à la gestion collective. Le monde paysan aussi n'est pas en reste, puisque nous avons également une formation sur comment maîtriser la question des indications géographiques et des appellations d'origine dont on aura l'occasion d'en parler. Absolument. Pour l'instant, parlons un peu de, on va dire, la contrefaçon, oui, qui est quand même nuisible à la propriété intellectuelle. Est-ce oui, que c'est quelque chose qui dépasse l'OAPI à maîtriser? Est-ce que l'OAPI est impuissante face à la montée et à la résurgence de la contrefaçon? Je ne dirais pas que l'OAPI est impuissante, mais c'est que la contrefaçon, c'est un phénomène mondial, multifacette, qui est difficile à maîtriser. Et donc l'OAPI joue sa part dans cette lutte contre la contrefaçon, qui est une forme de fraude à l'économie. Dans ce sens, le mois dernier, l'OAPI a fait des sessions de formation des magistrats afin de mieux adresser la question de la contrefaçon. Et nous faisons également des sensibilisations et autres. Mais l'apport de l'OAPI, disons que c'est un apport complémentaire à l'action menée par les forces de l'ordre des différents États. Pouvez-vous, s'il vous plaît, éclairer nos téléspectateurs sur une de vos activités majeures, celle qui concerne les indications géographiques, en commençant même par nous dire de quoi il s'agit exactement? Bien, les indications géographiques, c'est tout simple. Je vais vous donner un exemple que j'espère même nos populations du monde rural pourraient comprendre. Vous savez, vous êtes dans une région et puis on vous dit par exemple que, prenons le cas par exemple, on dit l'ananas de telle région a une saveur particulière et c'est reconnu comme tel. Ou alors le plat de telle région a une certaine qualité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et cette qualité qu'on ne retrouve pas ailleurs a une valeur économique, à savoir à travers sa situation géographique, son origine géographique. Et donc, on va, à travers cette origine géographique du produit, en faire un actif économique qu'on va appeler l'indication géographique. Donc, de façon concrète, nous sommes ici au Cameroun, vous avez beaucoup de produits de qualité, on va citer peut-être deux, le poivre de Penja. Sur lequel, justement, je souhaiterais que vous insistiez, parce qu'il me semble qu'il y a un projet que conduit l'OAPI sur le poivre de Penja. Alors, prenons le poivre de Penja. Je sais que pratiquement toutes les régions du Cameroun produisent du poivre. Alors, pourquoi est-ce que la ménagère, lorsqu'elle va au marché, elle cherche du poivre de Penja? C'est parce que ce poivre a une certaine qualité, a une certaine notoriété qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc, en insistant sur cette notoriété, en faisant de cette notoriété un élément de valeur ajoutée, le producteur du poivre de Penja a beaucoup plus de chances de vendre plus cher sa production que le producteur de poivre de Penja, de poivre d'une autre région. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'OAPI, en liaison avec des partenaires, a mis en place un projet de promotion des indications géographiques qui a accompagné beaucoup de produits tels que le poivre de Penja jusqu'à leur enregistrement en indication géographique, d'abord ici en Afrique, et puis il y a quelques mois, ce produit a été enregistré auprès de l'Union européenne comme indication géographique protégée. Ce qui fait de ce produit l'un des deux produits au sud du Sahara à être protégé. Quelle est la conséquence économique? Puisque j'ai dit la propriété intellectuelle, c'est d'abord l'économie. La conséquence économique, c'est que ce produit va, avec tout un système de traçabilité, de marquage de la qualité, va se vendre plus cher et va se créer une sorte de niche dans le commerce du poivre. Devenir un label. Un label. Alors oui, justement, vous me prêtez le mot, ça devient un label auquel tout le monde se réfère et auquel tout le monde cherche. Et je peux savoir, pour prendre l'avion beaucoup de fois dans l'année, que certaines compagnies, lorsqu'on vous sert
votre repas, on vous propose, est-ce qu'on peut l'assaisonner de poivre de Pendia, et on précise bien. Ça veut dire que la notoriété ici a acquis une valeur économique. J'ai parlé de 2 produits, le miel blanc. Le miel d'Oku. Le miel blanc d'Oku aussi, qui est en indication géographique. En dehors du Cameroun, nous avons plusieurs pays qui disposent d'ores et déjà d'indications géographiques. Le Bénin, le Niger, le Mali, qui disposent d'indications géographiques sur un certain nombre de produits. Si on prend le Bénin... Dont les populations regardent la CRTV régulièrement et Actualité Hebdo. Oui, donc vous pouvez également leur parler par un ou deux cas. Alors si on prend le cas du Bénin, on a l'ananas pain de sucre, qui est un ananas qui est une des particularités du Bénin, qui se comporte très bien. Si vous prenez le cas du Mali, vous avez les échalotes du Bandiagara, qui sont des produits très, très prisés sur des marchés. Si vous prenez un pays comme le Niger, où on vient de faire une IG, c'est ce qu'on appelle les violets des Galmi. Ce sont des oignons violets qui se vendent très bien. C'est par modestie que vous refusez de parler de la Côte d'Ivoire Oui, la Côte d'Ivoire, à ce jour, n'a pas d'indication géographique. Le processus est en cours et nous pensons aboutir en 2023, de même que un certain nombre de produits camerounais, dont le cacao rouge, qui est dans la démarche indication géographique, et nous espérons que très bientôt, il y aura une indication géographique cacao rouge du Cameroun. Une question qui n'a rien à voir véritablement avec le sujet dont nous traitons, la propriété intellectuelle. À Yaoundé, si cela n'est pas trop indiscret, vous habitez quel quartier? J'habite au quartier Lac. Le quartier du Lac. Du Lac. Il n'y a pas, ou alors il y a régulièrement des coupures d'énergie de ce côté? Non, pas aussi fréquemment. Pas aussi fréquemment. Alors, les nouvelles sont davantage rassurantes encore en cette fin d'année. Le barrage de Menveleu est rendu maintenant à sa capacité optimale de production de l'énergie, de même que les autres barrages. C'est également les mêmes assurances en ce qui concerne les barrages réservoirs en cette période de fête, de fin d'année et de sécheresse. Voici les assurances du directeur général d'Electricity Development Corporation, le docteur Théodore Nsangou. Le docteur Théodore Nsangou nous rassure donc sur la disponibilité de l'énergie et la capacité de production. Je vous confirme qu'effectivement, Menveleu est à Yaoundé, en Kolkoumou, depuis quelques semaines, dont les 211 MW de Menveleu sont à Yaoundé, c'est fait, c'était attendu. Et à partir de là, Menveleu apporte un soutien important au barrage de Sonlo et DA en ce qui concerne la production hydroélectrique. La semaine dernière, nous avons garanti déjà 200 MW toute la semaine en ce qui concerne l'apport de Menveleu. Alors, quel est l'impact de Menveleu sur nos populations pendant cette période de fête, même pendant la Coupe du Monde? C'est que Menveleu assure la sécurisation de l'alimentation de Yaoundé. Ça a été déjà le cas pendant la CAN, c'est maintenant le cas, et pour les fêtes de fin d'année, la production hydroélectrique est garantie avec l'apport de Menveleu qui augmente ce qui se passe à Sonlo et DA. Donc je peux vous assurer que côté production hydroélectrique, côté production, les gens sont assurés qu'il y aura l'énergie. Je peux vous garantir qu'en ce qui concerne nos barrages réservoirs, depuis presque 5 ans, nous avons une gestion optimisée de ces barrages. Et chaque année, bon an, mal an, on finit la régulation avec un stock résiduel d'au moins 1 milliard de mètres cubes. En ce qui concerne cette année, je peux vous assurer que le barrage de Lombanga est plein, plus de 6 milliards de mètres cubes. Le barrage de Makao, c'est plein. Le barrage de Mapé, c'est plein. Et Bamangine, presque plein. Ce qui nous fait un taux de remplissage de ces barrages de plus de 96%. Ça nous rassure qu'il n'y aura pas de problème de sécheresse en ce qui concerne la production hydroélectrique.
Voilà qui nous permet de continuer cette émission avec beaucoup d'assurance. Il n'y aura pas de coupure d'électricité. La 62e session ordinaire du conseil d'administration de l'OAPI vient de se tenir à Douala. Quelles en sont les grandes annonces et les décisions majeures? Il s'agit de deux éléments. Le plan stratégique pour le quinquennat qui commence et surtout un point qui va beaucoup intéresser les innovateurs et inventeurs, c'est la mise en place d'un mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation. En quoi consiste-t-il précisément ce point? Alors, ce point consiste à mettre en place tout un dispositif de telle sorte que les inventions ne restent pas dans les tiroirs, que les innovations ne restent pas dans les tiroirs, qu'elles se transforment en produits disponibles sur le marché. Alors, pour ce faire, un diagnostic a été fait pour savoir qu'est-ce qu'il manquait à nos jeunes, à nos inventeurs pour pouvoir mettre des produits sur le marché. Et ces investigations ont montré deux choses. La première des choses, c'est le financement. Comment accéder au financement pour créer une activité économique tournant autour de l'innovation. Et le deuxième élément, ce sont les structures d'accompagnement. Vous savez, lorsque vous mettez au point une invention, vous avez besoin de structures techniques pour fabriquer des prototypes, faire des essais, etc., etc. Et à travers ce mécanisme de financement, nous allons adresser ces deux points qui ont été considérés comme des goulots d'étranglement face à l'émergence de l'entrepreneuriat dans le domaine technologique. Ces financements seront disponibles à quelle échéance et que doivent faire les jeunes et les autres inventeurs pour accéder aux facilités? Ce financement, nous l'espérons, sera disponible d'ici la fin de l'année, début 2024, puisque le processus est en cours de validation. Alors, ce que l'on attend de ces jeunes, d'abord, c'est de protéger leurs inventions. Et surtout de nous produire des inventions de qualité. Et ils vous demanderont si l'accès à ces financements sera équitable et transparent. C'est la première des choses que nous pouvons garantir parce que c'est la raison pour laquelle nous nous sommes adressés à des structures spécialisées. Le financement de l'innovation n'est pas un métier de l'OAPI. Et donc, nous sommes avec des partenaires qui ont l'habitude de gérer ce genre de fonds, de sorte que c'est un réseau de partenariats qui va prendre en charge les projets qui sont éligibles. Et ce que fait l'OAPI, c'est de faciliter non seulement l'accompagnement technique et le financement de ces projets qui auront été sélectionnés par des professionnels en la matière. Pour sortir de ce conseil d'administration, parmi les décisions majeures, il y a la présidence du conseil d'administration qui change de main. Elle est désormais dévolue au Cameroun. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Il faut dire que c'est suffisamment rare pour le signaler. Cela, c'est 17 ans après. Et donc, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Avoir la présidence, c'est une fois tous les 17 ans. Et donc, nous estimons qu'il s'agit là d'un honneur qui est fait au Cameroun, qui est du reste le pays siège de l'organisation. Tout le mérite donc au chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, qui, je vous l'ai dit, est en ce moment à Washington pour prendre part donc au sommet États-Unis-Afrique. Monsieur le directeur général, vous avez franchi le cap de 60 ans d'existence et l'OAPI compte seulement 17 États membres. Ce n'est pas trop modeste? Disons que pour juger de la modestie ou pas, il faut voir les possibilités d'extension. Et en termes de possibilités d'extension, l'OAPI, pour ainsi dire, a atteint pratiquement ses limites d'extension. Il faut dire qu'en Afrique, nous avons 2 organisations régionales qui regroupent
les pays majoritairement en fonction des affinités linguistiques. Donc l'OAPI regroupe majoritairement la plupart des pays africains francophones au sud du Sahara, auxquels on ajoute un pays arabophone, la Mauritanie, et les Comores, et un pays lusophone, la Guinée-Bissau, un pays hispanophone, la Guinée équatoriale. Alors, il nous reste, en termes de pays francophones au sud du Sahara, un seul pays à prendre, puisque les autres pays sont déjà dans une autre organisation qui s'appelle l'ARIPO. Et donc, pour être précis, il ne reste que la RDC qui n'appartient ni à l'OAPI ni à l'ARIPO. Vous comptez convaincre la République démocratique du Congo d'adhérer à l'OAPI, je l'espère? Oui, depuis quelques années, des contacts sont pris, des discussions sont menées. On espère qu'un jour, on arrivera à convaincre ce grand pays d'adhérer à l'OAPI. Une question qui fâche. L'OAPI a été secouée par une crise en fin 2021. En résumé, c'est votre gouvernance qui était remise en cause et par la suite celle de votre adjoint qui assurait l'intérim pendant votre suspension. Comment en est-on arrivé là et cet incident est-il clos définitivement? Alors, je voudrais dire que cet incident, il est clos. Vous avez dit l'OAPI a 60 ans. Et les pères fondateurs l'ont assis sur des fondations solides. Avant d'aller plus loin, je voudrais profiter de votre antenne pour remercier les plus hautes autorités camerounaises, avec à leur tête le président, son Excellence Paul Biya, qui ont su gérer cette crise de façon apaisée et sorti par le haut de cette crise. Et je voudrais aussi profiter pour associer à ces remerciements les deux tutelles de l'OAPI ici au Cameroun, à savoir le ministre des Relations extérieures, M. Mbela, et le ministre... Le jeune Mbela Mbela. Oui, le jeune Mbela Mbela, et le ministre en charge de l'industrie, M. Gabriel Dodo. Gabriel Dodo Ndoké. Oui, oui, qui ont été... discrètement mais très efficaces, ont permis de résoudre cette situation qui est inédite. Sur le fond, je vais peut-être donner une réponse d'ordre anthropologique. Vous savez, dans nos sociétés traditionnelles, lorsque un événement a créé un malheur pour la communauté, on en fait très souvent un interdit ou un totem pour que les générations futures ne répètent pas cet événement malheureux. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à l'OAPI, et je pense que nous devons en faire un totem, un interdit de telle sorte que pour l'avenir de l'organisation, de telles situations ne se produisent pas. Vous savez, un directeur général... Plus jamais ça, dit-on souvent ici au Cameroun. Oui, plus jamais. Un directeur général, c'est normal qu'il soit décrié. Mais au-delà de la dénonciation du directeur général, il faut préserver l'essentiel, qui est l'outil d'intégration que les pères fondateurs ont mis en place. Je ne souhaiterais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste donner... quelques éléments factuels. Quelques éléments factuels pour la compréhension pour la compréhension. Et avec des dates, la gouvernance du directeur général a été décrite, c'est normal. Mais lorsqu'on décrit quelque chose, il faut le documenter. Il faut documenter ce que l'on décrit. Et je peux vous donner quelques repères. Le 9 mars 2020, j'ai tenu, c'est-à-dire un an avant la crise, j'ai tenu un comité de direction auquel j'ai annoncé, en tout cas aux participants, que je ne souhaiterais pas être un directeur général qui pourra être renouvelé sans que sa gestion ait été auditée. Donc, je n'ai pas été surpris qu'en 2021, notamment en octobre 2021, on ait souhaité auditer ma gestion
Et il vous souviendra que j'avais même demandé que ma gestion soit auditée du premier jour jusqu'au dernier. Parce qu'au-delà de la personne du directeur général, c'est l'image de l'institution et autres. Il s'est passé ce qui s'est passé. Entre le 14 octobre 2021 et le 1er juillet 2022, il y a eu un audit et il y a eu 4 conseils d'administration. À l'issue de ces 4 conseils d'administration, le directeur général est toujours en poste. Je pense qu'il appartient aux uns et aux autres d'en tirer toutes les conséquences. Mais comme je le disais tantôt, il faut que nous prenions l'habitude de préserver l'essentiel. Au-delà des querelles personnelles, de préserver l'essentiel qui est l'OAPI, qui est un outil de développement pour 17 pays. Et c'est ce qu'a essayé de faire l'État du Cameroun à travers les autorités que vous avez citées vous-même. En tout cas, nous n'allons pas en rajouter à cette polémique. On prend acte de ce que, effectivement, le directeur général est toujours en poste. Maintenant, il y a en une minute le cas de votre adjoint. Après la décision du conseil d'administration de révoquer votre adjoint et de recruter un nouveau responsable pour le remplacer, où en êtes-vous avec la procédure de remplacement? Alors, la procédure de remplacement relève du conseil d'administration qui, fort heureusement, lors du dernier conseil, a pu trouver l'oiseau rare qui a été, je crois, nommé dans les jours à venir. Je crois que la publication du communiqué final donnera le nom de l'intéressé. Mais on est passé à un autre chapitre et nous pensons que les choses sont rentrées dans l'ordre. Très bien. Les choses sont également rentrées dans l'ordre dans le monde des transporteurs, des gros porteurs au Cameroun. Il y avait un mouvement d'humeur durant la semaine qui a causé, on va dire, l'arrêt et le stationnement de plusieurs centaines de camions. Désormais, l'activité a bien repris et le mot de grève est levé. Tout le mérite aux organisations socio-professionnelles des transports routiers du Cameroun et des syndicats patronaux sous la conduite de El Hadj Oumarou. C'est le coordonnateur général du bureau de gestion du fret terrestre que je vous propose d'écouter dans les assurances qu'il nous donne sur l'effectivité de la reprise des activités dans ce secteur. S'agissant des points d'accord au niveau du ministère des Travaux publics, toutes nos revendications ont été prises en compte. Il s'agissait d'un problème de gabarit qui était diversement interprété. Le ministère des Travaux publics a été clair pour dire que ces semi-remorques-là et cet ensemble-là font désormais partie de trains routiers. Donc à ce niveau-là, il y a eu accord au niveau de la compréhension. Et le ministère des Travaux publics est même allé plus loin en demandant à tous les contrôleurs des gabarits des camions de ne procéder à ce contrôle-là qu'exclusivement au poste de pesage. Du côté du secrétariat d'État de la Défense, de la gendarmerie, il faut préciser ça pour la gouvernance de tout le monde, que nous n'avons jamais été contre les contrôles routiers. Bien au contraire, s'il n'y a pas ce contrôle-là, personne ne peut circuler sur les axes routiers. Il faut donc faire la part des choses entre les différents contrôles qui sont faits sur les différents axes routiers et les actes posés par les pelotons routiers motorisés exclusivement. Nous sommes d'accord maintenant qu'il y aura une réduction sensible et un redéploiement, voilà c'est le mot qui s'y est, un redéploiement de cette gendarmerie-là, de ce corps-là, à travers un plan mensuel de police de la route qui est mis en place et qui sera bien suivi d'après ce que le CERT nous a dit lui-même, qui sera bien suivi et ça va certainement permettre une réduction sensible des différents postes de contrôle de ce corps-là sur les différents axes routiers. Et nous avons tenu à mettre un terme à cette grève-là à travers une suspension pour que ces gens-là qui veulent poser les actes, s'ils le posent, ils vont faire face à la loi.
Terminons, si vous le voulez bien, par vous-même, Denis Bossou. Le 14 octobre 2021, vous avez été suspendu de vos fonctions. La présidente du conseil d'administration vous accusait de malversation financière, de corruption, de détournement de fonds, grosso modo. Malgré votre retour en grâce, avez-vous les mains propres et la conscience tranquille? La conscience, elle est tranquille. Elle a toujours été. Les mains propres, je suppose qu'il y a eu un audit. Des rapports ont été donnés. Je ne pense pas que si je n'avais pas les mains propres, les administrateurs auraient pris le risque de me laisser à mon poste, surtout que l'OAPI, c'est 17 États. Ce ne sont pas les cadres qui manquent pour remplacer le directeur général. Avez-vous pardonné à votre ancien adjoint et intérimaire de l'époque qui avait osé vous interdire l'accès au siège de l'OAPI et donc l'accès à votre bureau durant cette suspension? Je vais vous surprendre. Disons que mon adjoint, il a été victime certainement d'une machination dont il ne maîtrisait pas les tenants et aboutissants. Et en réalité, lorsqu'on regarde de près cette situation, c'était la partie visible de l'iceberg. Mais vous savez, lorsque dans ce genre de situation, vous commencez à toucher des intérêts, les réponses, les réactions sont quelquefois excessives. Et je crois que ça a été une réaction excessive de sa part, mais malgré tout, c'est quelqu'un que j'ai toujours pris en considération, que j'ai toujours traité fraternellement. Je n'ai jamais cherché à me venger, encore moins à l'humilier. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous avez donc désormais un deuxième mandat qui vous a été accordé. Quelles en seront les priorités? Alors, très rapidement. Les priorités sont de mettre effectivement en place ce mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation. Un office de propriété industrielle ou intellectuelle ne vaut que si dans son portefeuille de titres de propriété intellectuelle, il y a une majorité de titres provenant de ses ressortissants et non des ressortissants des pays tiers. Et c'est pour ça que ce mécanisme nous permettra d'encourager davantage de jeunes. C'est un mécanisme pour lequel, s'il est mis en place, nous prévoyons encadrer au moins 1000 entrepreneurs technologiques sur une période de 5 ans et avec une enveloppe financière qui, si elle est approuvée par le conseil d'administration, sera de l'ordre de 40 milliards de francs CFA. La deuxième chose sur mon mandat, c'est que je souhaiterais laisser à mon successeur une organisation encore plus solide qui serait à l'abri de toutes sortes de tentations et de toutes sortes d'aventures parce que la propriété intellectuelle est un outil important pour le développement des États et cela doit primer sur quelques intérêts que ce soit. Puisque vous pensez déjà à votre successeur et à la succession, terminons par l'après-OAPI. Dans certaines accoutumances, des fonctionnaires internationaux comme vous, après leur retour au pays, veulent soit faire de la politique, soit tout simplement entrer au gouvernement. Vous pensez à quoi précisément après l'OAPI? Vous avez dit en introduction que j'étais enseignant-chercheur et puis j'ai l'avantage aussi d'être avocat omis du barreau. Et je pense que j'ai suffisamment à faire en dehors de la politique. Et je vais vous citer une phrase de feu le président Félix Houphouët-Boigny qui disait qu'il avait fait la politique pour toutes les générations de sa famille à l'époque, hein, on lui demandait. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en dehors de la politique.
de citer Houphouët-Boigny nous plonge déjà, on va dire, d'une certaine manière, dans la politique, d'une certaine façon. En tout cas, vous avez encore 5 ans ici au Cameroun et à l'OAPI, et je vous rassure, au nom du directeur général de la CRTV, que durant tout ce temps-là, vous resterez le bienvenu ici à Actualité Hebdo et sur la CRTV. Merci beaucoup et je n'en doute pas, je vous chargerai de lui transmettre tous mes remerciements pour cette occasion donnée pour parler de l'OAPI. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Merci donc d'être venu, Denis Lokou-Bossou, directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'était l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. C'était une émission, on va dire, africaine. Merci donc à travers le continent. Prenez soin de vous et prenons soin de notre cher et beau continent, l'Afrique, berceau de l'humanité. Bonsoir.